Bien, bonjour à tous. Bienvenue pour ce webinaire dédié donc à Windows Virtual Desktop, une nouvelle offre de Microsoft autour de la virtualisation du poste de travail. Donc ce matin, on est parti pour 30 minutes. Je serai accompagné donc de Nicolas Kaiser, qui est directeur innovation chez nous. Bonjour à tous. Et donc moi-même, je me présente, je m'appelle Fabien Lévesque, je suis directeur marketing de Dynamips. Et donc on va vous présenter cette offre avec au milieu de la présentation une petite démo de l'environnement. Et bien sûr, derrière, on terminera avec toute une phase d'échange pour répondre à vos questions. Étant donné qu'on est plutôt nombreux pour cette session, je vous invite à communiquer plutôt via le canal de chat durant la présentation et à la fin. Enfin, sachez que, comme d'habitude, vous recevrez la présentation ainsi que le webinar en replay qui est enregistré pour que vous puissiez Alors, on est parti. Donc, à l'agenda, vous l'aviez déjà vu, mais globalement, on va revenir au début sur des tendances autour du poste de travail. L'idée, c'est évidemment de bien appréhender le contexte de l'offre. Ensuite, on regardera exactement ce que propose Windows Virtual Desktop et on parlera aussi d'Azure, puisque Windows Virtual Desktop est un service d'Azure. On parlera usage, on parlera prérequis, on fera la démo, comme je vous l'ai dit, et puis on terminera par comment Dynamips accompagne ses clients autour de cette solution. Alors, les tendances autour du poste de travail, bon, évidemment, la toile de fond, c'est toujours et encore la transformation digitale, mais qui a été largement, comment dire, boostée, hein, si je puis dire, par la crise qu'on vient de passer. Euh, et donc, encore plus aujourd'hui, on va parler de mobilité, de travail à distance, évidemment, avec un besoin de performance toujours accru, puisqu'on demande toujours à faire plus de choses à distance et à avoir accès à de plus en plus d'outils. Et tout ça, évidemment, dans un contexte de sécurisation des accès encore plus prégnant, puisque vous le savez, eh bien, on a pu constater des soucis de sécurisation au niveau des accès à l'issue de cette période de télétravail forcé. Bon, voilà pour cette tendance, je pense que vous les aviez tous en tête. Alors, qu'est-ce que Windows Virtual Desktop? Eh bien, si on reprend la définition classique de Microsoft, sur le papier, c'est un service de virtualisation de bureaux et d'applications qui s'exécute dans le cloud. L'idée, c'est donc de dire, j'ai des applications aujourd'hui qui sont lourdes ou qui n'existent pas en mode SaaS, eh bien, je peux quand même les utiliser à distance avec ce service Windows Virtual Desktop. Alors, que propose Windows Virtual Desktop de manière un peu plus détaillée? Donc, un accès aux applications, vous l'aurez compris. Une administration centralisée, puisque tout se trouve sur le portail Azure, donc, qui est la plateforme de cloud public de Microsoft. Nicolas va revenir dessus après. Une sécurisation des accès, et ça c'est très très important dans le cadre de cette offre-là. Microsoft met beaucoup l'accent sur la sécurité depuis 3 ans maintenant, à travers notamment ce qu'on appelle du multifacteur authentication, donc authentification multifacteur, si je le mets en français, ainsi que la notion d'accès conditionnel, encore une fois deux notions sur lesquelles Nicolas reviendra. Et le dernier point qu'il faut avoir en tête, c'est évidemment la haute disponibilité et la performance qui sont induits par l'environnement cloud public Azure. Donc l'idée, c'est en fait de dire, je m'affranchis quelque part de mes contraintes matérielles pour déplacer les problématiques de performance non plus sur mon matériel, mais sur ce que peut me proposer le cloud Azure. Là encore, on va vous expliquer tout ça, évidemment. Alors, je reviens un petit peu sur Microsoft Azure. Donc, Microsoft Azure, c'est un cloud public qui est opéré par Microsoft. Euh, Qu'est-ce que c'est qu'un cloud public? Il faut le voir comme un ensemble de data centers qui sont répartis à travers le monde et qui permettent d'héberger des ressources ou des applications, de sécuriser des données de manière homogène. Au niveau de l'usage, donc on est à les chiffres de Microsoft annoncent 95% des entreprises du CAC 40. Bon, ça c'est pour ça n'intéresse que les Français, mais d'une manière plus générale, le cloud public Microsoft Azure est utilisé par une très très grande majorité des PME en France. C'est un usage qui est notamment répandu à travers l'usage d'Office 365. Puisque bon, c'est difficile d'avoir des chiffres officiels, mais on est entre 70 et 80%
des sociétés françaises qui utilisent Office 365 comme système de messagerie, et cette messagerie est hébergée dans Azure. C'est le cloud le plus certifié au monde. Donc, pour ce qui concerne la France, bon, évidemment, il y a des certifications ISO 27001, etc. Mais ce qui nous intéresse le plus aujourd'hui, ça va être tout ce qui concerne le RGPD. Donc, il est compliant RGPD. Et puis, la dernière certification qu'ils ont obtenue l'année dernière, c'est la certification HDS, hébergement de données de santé. Donc, c'est un niveau important. Et il y a également des certifications qui concernent d'autres pays, puisque à partir du moment où Microsoft met en œuvre les actions pour certifier un de leurs clouds dans un territoire, ils généralisent les usages à l'ensemble de leur data center, et donc les restrictions qui sont imposées par l'Allemagne ou par les États-Unis sur les clouds français sont aussi mises en œuvre. Donc ça garantit un niveau de certification et de sécurité extrêmement élevé. Si on voit au niveau de la cartographie mondiale, donc on a un nombre de data centers qui sont très importants. L'objectif, c'est toujours d'être au plus près des données, c'est-à-dire que l'utilisateur final puisse avoir le moins de latence possible pour accéder à ces applications. Au niveau de l'Europe, donc les deux premiers data centers à être ouverts, c'est North Europe à Dublin et West Europe à Amsterdam. Donc tous les data centers Azure, ils vont toujours par paire, hein. Donc il y a toujours au moins 2 data centers, ce qui permet des réplications inter-data centers de manière très simple. Et puis depuis maintenant 3 ans, il y a des data centers en France, donc 3 data centers sur Paris et un backup sur Aix-en-Provence, à côté de Marseille. Il faut savoir que toute donnée qui est écrite dans Azure est écrite sur au moins 3 disques durs sur 3 baies de stockage dans un data center local. Donc il y a de base un niveau de sécurité perméable aux pannes, et il y a également un chiffrement à froid de toutes les données qui sont inscrites. Donc si on prend l'exemple d'un opérateur de chez Microsoft qui emprunterait un disque dur dans un des serveurs, bon, déjà, les personnes qui opèrent le data center n'ont pas de visu sur où sont hébergées les données de chaque entreprise. Donc, ça va être très difficile de localiser. Mais même si un disque dur sortait du data center, les données sont chiffrées en SHA 256, donc réputées inviolables à ce jour. Donc, on va pouvoir avoir des cas d'usage au niveau de l'application. Donc là, on revient pardon, sur le Windows Virtual Desktop. Donc, les cas d'usage, donc ça va être principalement les travailleurs nomades, hein, toutes les personnes qui ont des PC portables, des tablettes ou des smartphones et qui veulent accéder à leurs données depuis l'extérieur. On va également pouvoir l'utiliser pour des parcs informatiques limités en termes de puissance ou de ressources. On va avoir tous les éléments de sécurité que je viens de vous citer, et puis d'autres encore. Donc, si vous avez des contraintes en termes de sécurité, c'est un bon palliatif. Et puis, enfin, on peut avoir des besoins d'une activité saisonnière, puisque vous payez à la demande, à la consommation. Donc, si vous avez besoin de 3 serveurs de janvier à juin et de 10 serveurs de juin à août, parce que vous avez une grosse activité estivale, eh bien, vous allumez les serveurs quand vous en avez besoin, et quand vous les éteignez, vous arrêtez de payer cette consommation. Et je vais repasser la main à Fabien pour les domaines. C'est simplement pour compléter, si là on parle de secteur d'activité, ça peut être quelque chose de très utile pour tout ce qui est industrie, chaîne de production, avec des travailleurs qui ont des accès un peu plus légers à l'informatique, par exemple. Ça peut être aussi évidemment dans les banques assurances avec des problématiques de filiales et d'agences. Ça peut être aussi toute la partie design et bureau d'études qui utilisent des logiciels lourds. Donc tout à l'heure, je parlais de la performance de vos équipements qui n'étaient peut-être pas forcément tout le temps à la hauteur. Et bien encore une fois, là, la promesse, c'est quelque part, on peut s'en affranchir, faire tourner une suite Adobe largement comme il faut sur un PC, pas forcément destiné à l'accueillir à la base, mais qui tournerait sur Azure, donc à travers Windows Virtual Desktop. Il y a aussi l'éducation, évidemment, qui est traditionnellement gros consommateur, si je puis dire, de solutions VDI. Donc tout ça s'y prête parfaitement, sans oublier, évidemment, et je sais que ça concerne beaucoup de nos clients, tout ce qui est environnement RDS. Tout à fait. Si tu veux dire un mot dessus. Bah, je peux y revenir un peu après, si tu veux, dans le détail. Ok.
justement dans ce détail-là. Donc au niveau du fonctionnement de l'offre Windows Virtual Desktop, donc, je reprécise que c'est une offre qui n'est disponible que dans Azure. C'est-à-dire que tout ce que je vais vous présenter là, on ne peut pas le faire sur les serveurs qui sont chez vous et on ne peut pas le faire dans un autre cloud public type Amazon, type Google, hein. C'est vraiment une exclusivité Azure. Donc sur la gauche, vous allez avoir le moyen de vous connecter à ces écrans. Donc vous pouvez utiliser un smartphone, vous pouvez utiliser une tablette ou un ordinateur qui soit sous Android, sous Apple ou sous Windows 10 ou avec n'importe quel OS à partir du moment où vous avez un navigateur compatible HTML5. Vous allez avoir une première authentification basée sur Azure AD, donc une authentification qui peut être extrêmement sécurisée à travers la mise en place de l'authentification multifacteur, donc de recevoir un pop-up de validation sur votre smartphone, par exemple, pour valider que c'est bien vous, comme par exemple quand vous faites des paiements bancaires sécurisés, que vous recevez un code SMS sur votre téléphone pour valider que c'est bien vous qui utilisez votre carte. Donc la première authentification, ça va vous permettre d'accéder à l'espace au centre, qui est un espace qui est opéré par Microsoft, donc extrêmement sécurisé, qui est mis à jour en permanence. Une fois que vous êtes à l'intérieur de ce périmètre, vous allez voir les applications qui sont mises à votre disposition par votre entreprise. Et là, vous allez avoir un deuxième facteur d'authentification qui, là, est basé sur l'authentification traditionnelle que vous connaissez, qu'on appelle Active Directory, et donc qui va vous authentifier sur un ordinateur qui va être dans la partie de droite. Donc cet ordinateur, ça peut être un ordinateur qui est Windows 10, donc exactement comme vous avez aujourd'hui, sauf que c'est un ordinateur virtuel, hein, donc vous le retrouvez, même si vous êtes depuis votre smartphone, vous allez retrouver votre ordinateur Windows 10 dans un écran sur votre appareil. Ça peut être un Windows 10 multi-utilisateur, ça veut dire une seule machine virtuelle avec un Windows 10 qui permet d'accueillir plusieurs utilisateurs dessus. C'est quoi l'intérêt? Eh bien, tout simplement, c'est d'optimiser les coûts. Hein. Vous allez payer le prix d'une seule machine et vous allez avoir 3, 4, 5 collaborateurs qui travaillent en même temps dessus. Vous allez pouvoir publier évidemment des applications. Donc, vous n'allez voir par exemple que Word ou que Excel disponible sur votre bureau et ça va s'exécuter dans cet environnement-là. Ou vous pouvez avoir ce dont parlait Fabien juste avant, RDS, donc Remote Desktop Services, que certains connaissent déjà, donc les bureaux serveurs à distance. Donc là, vous accédez à un bureau, le bureau d'un OS serveur. Donc là, par contre, vous allez avoir, uniquement dans ce cas-là, vous allez avoir les mêmes contraintes que sur un RDS que vous déployez chez vous, c'est-à-dire que vous devez acquérir des licences d'accès client RDS. C'est uniquement sur la partie serveur. Sur la partie Windows 10, il n'y a pas besoin de ces licences. On est bon pour le fonctionnement? Ouais, on a deux questions là qu'on peut traiter tant qu'on est sur le fonctionnement global. La première concerne un sujet d'écologie. Est-il possible d'aborder le sujet d'écologie? Il serait intéressant de savoir si l'utilisation de cette technologie va induire 10 fois ou 100 fois plus de pollution qu'un ordinateur classique. Quand on voit la carte Europe et les transferts des données, cela paraît très inquiétant au niveau énergétique dans le contexte actuel de réduction drastique des émissions. Alors, au niveau de l'écologie, je suis sûrement pas la personne la plus appropriée, la plus compétente dans le domaine, mais il faut savoir que l'écologie et d'une manière générale l'économie d'énergie, c'est un souci évidemment extrêmement prégnant chez Microsoft. Donc, il y a énormément de travail là-dessus pour réduire au maximum les émissions de gaz à effet de serre et la consommation électrique d'une manière générale des data centers. Donc, il y a plein de mécanismes de récupération de la chaleur générée par les ordinateurs pour réchauffer d'autres zones. Il y a de l'utilisation d'énergie verte. Il y a notamment des tests, je ne sais pas si vous avez vu en ce moment, enfin depuis quelques années maintenant, Microsoft est en train de travailler, de tester des data centers immergés hein, en mode un peu sous-marin pour que ce soit la température de l'océan qui refroidisse les machines. Donc il y a un travail énorme de fait là-dessus. Alors j'ai plus les ratios exacts, mais il y a un calcul qui mesure entre la consommation électrique attendue, achetée, et celle vraiment utilisée par les serveurs. Donc on était sur un 2,1 il y a quelques années, on est descendu petit à petit, hein, je ne vais pas vous faire toute l'échelle, mais là aujourd'hui on est autour de 1,2, 1,1 et leur objectif c'est de se rapprocher de 1, c'est-à-dire que de consommer et de recycler autant d'énergie possible.
Donc, il y a un gros travail là-dessus. Maintenant, il y a plein de... Microsoft communique beaucoup là-dessus, donc n'hésitez pas à regarder un petit peu sur la partie écologie Azure. Il y a beaucoup de travail. Maintenant, à savoir si ça consomme moins qu'un ordinateur portable, c'est toujours difficile à mesurer. Il y a des effets d'échelle qui sont censés optimiser les choses et améliorer les choses, mais sur les ordinateurs aussi, il y a du travail fait par les constructeurs. Donc voilà, je vous invite à vous rapprocher des sites pour plus d'informations. Ouais, dans tous les cas, c'est aussi des problématiques qu'on a à cœur chez Dynamips, et on sait que c'est pas forcément évident sur le cœur d'activité et en matière de technologie. Mais en tout cas, les acteurs se bougent et c'est déjà pas mal. Enfin, c'est déjà pas mal. C'est jamais suffisant, mais en tout cas, on suit ça de près. J'ai deux autres questions avant de continuer et de parler des mots. Le 2FA n'est que sur mobile, SMS, car les salariés qui n'ont pas toujours de mobile professionnel assigné au 2FA. Alors oui, ça va être un prérequis. Alors pas forcément smartphone, puisqu'on peut avoir également une authentification par SMS, mais il n'y a pas, si c'est à ça que vous pensez, il n'y a pas d'authentification par email, par exemple. Donc oui, là, ça nécessite un mobile. Il me semble, et honnêtement, je n'ai pas du tout testé, mais il y a peut-être une possibilité d'avoir un appel sur une ligne fixe, mais il faut encore avoir une ligne fixe et un numéro fixe dédié pour... en tout cas, il y a une option vocale, mais je ne l'ai pas testé, donc je ne veux pas être catégorique. Ok, autre question. Quelle est la différence entre un serveur RDS et un Windows 10 multi-utilisateur? Eh bien, la différence, c'est principalement, alors il y en a deux, il y en a une technique et une financière. La partie technique, c'est que l'utilisateur, il se retrouve dans un environnement Windows 10, donc avec plein d'applications qui sont optimisées pour cet usage. Je pense notamment aux applications bureautiques ou à Teams, par exemple. Je vais vous montrer tout à l'heure, il y a un Teams spécial pour cette version-là, qui permet d'utiliser la caméra, le micro, etc et de faire des réunions à travers un ordinateur virtualisé, ce qui n'est, on va dire, pas possible avec un RDS. Enfin, c'est possible, mais c'est vraiment très lourd à mettre en œuvre. Et puis la partie financière, où sur la partie RDS, on a les fameuses CAL user à acquérir. Et là, c'est inclus dans l'offre, dans la solution. Il n'y a pas de licence d'accès dédiée. Et je reviens sur un petit point, c'est que depuis NT 351, donc Microsoft a décidé de partir de la version serveur pour faire du multi-utilisateur. Ils avaient pour objectif déjà que ce soit la même version. Hein. Je ne sais pas s'il y en a qui se souviennent NT4, Workstation et serveur qui étaient très proches au niveau des bureaux. Ils ont essayé d'accélérer le truc avec Windows 2000. Ils n'ont jamais réussi à rattraper. Il y a toujours eu un décalage entre l'OS utilisateur et l'OS serveur. Or, un utilisateur qui veut se connecter à un bureau à distance, lui, ce qu'il veut, c'est un environnement utilisateur, c'est pas un environnement serveur. Donc, ça a beaucoup de sens, à mon avis, que ce soit, ça devrait être comme ça depuis le début, quoi. C'est en tout cas mon avis. Ouais, ouais. Pensez à bien désactiver vos micros, s'il vous plaît. On va continuer la présentation, puisqu'il y a d'autres questions là, effectivement. Mais je pense qu'on peut-être on va pouvoir y répondre en terminant la présentation, puis de toute façon, on les traitera à la fin. Et donc, on va parler prérequis. Alors, donc pour le prérequis, le premier, ça paraît évident, c'est un lien Internet. Pas de lien Internet, pas d'accès à l'environnement de la plateforme, mais bon, c'est toujours bien de le dire. Ça n'a pas besoin d'être très gros puisqu'on on a du flux optimisé RDP pour ceux qui connaissent. Donc c'est optimisé en termes de débit, mais en tout cas, c'est pas besoin d'avoir un gros débit, mais c'est mieux d'avoir un débit stable, fiable et si possible avec peu de latence. Et puis le deuxième prérequis indispensable, c'est que l'utilisateur dispose d'une licence Microsoft 65, je vais y arriver, Business Premium. Donc c'est un prérequis pour accéder à l'environnement WVD. Ou sinon, il faut une licence VDA, un Virtual Desktop Access, mais c'est vraiment quelque chose qu'on pousse très peu puisque l'offre 365 Business Premium est beaucoup plus agressive. Ok, alors maintenant, it's time to demo. Je te laisse la main du coup. Allez, on bascule sur mon écran. Et je partage mon bureau. Est-ce que tout le monde voit bien mon bureau? Oui. Alors, je vais commencer par un accès au petit portail
Donc là, on est sur le portail d'administration de Azure. Pardon, j'aurais dû aller sur la page d'accueil. D'accord, donc je vais retrouver toutes mes ressources dans Azure, mes serveurs, mes stockages, mes réseaux, etc. Et j'ai un nouveau menu, puisque c'est une nouvelle version Windows Virtual Desktop, dans laquelle je vais gérer mes différents environnements ici. Je vais revenir juste après dessus. Au niveau de l'utilisateur, donc l'utilisateur, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il accède à un environnement. Alors, je vais sortir et me reconnecter. Hop, comme ça, vous verrez la connexion. Hop. On est là et on lance un petit. Donc, il y a plusieurs moyens d'accéder à Microsoft, mais Microsoft utilise beaucoup le ak.ms pour des raccourcis. Donc là, je passe par ak.ms/wd-arm-web qui me renvoie vers le vrai URL qui est rdweb.wd.microsoft.com. Donc là, je vais arriver sur une première authentification qui est une authentification Azure AD. Donc je vais me connecter. En temps normal, donc là, je rentre mon mot de passe et là, en temps normal, le système va me demander du MFA. Comme je suis au bureau et qu'on a mis une règle qui dit que quand on est au bureau, on n'a pas besoin du MFA, je ne vais pas le voir. Donc là, je suis ici. Moi, j'ai un ordinateur ici en Windows 10. J'utilise le HTML5 à travers un navigateur. Là, j'ai pris Firefox. Et je rentre sur cet environnement ici, WVD. Alors, pourquoi mettre du MFA en place? Vous avez tous accès, tous ceux qui ont du Office 365, vous avez accès à une URL qui s'appelle mysignins.microsoft.com qui référence les différents accès, tentatives de connexion sur votre système de messagerie. Donc là, j'ai pris le mien, je suis redescendu au 2 juin parce que là, depuis une semaine, j'ai un peu moins de tentatives d'accès. Mais vous voyez que le 2 juin, j'avais la Nouvelle-Calédonie, la Thaïlande, le Brésil, le Vietnam, l'Italie. Même si j'aime beaucoup tous ces pays, j'y vais pas, surtout pas à 3 heures du matin ou à 5 heures du matin. Donc on a les tentatives de connexion depuis l'extérieur. Donc c'est pas une légende, hein, vous avez tous accès à ça. Je l'ai gardé ouvert pour montrer que je ne raconte pas de bêtises. Voilà. Donc là, par exemple, ah oui, j'ai vu qu'il y avait un Brest en Birmanie, je crois, BY. Moi, je suis de Brest, donc je ne savais pas que j'avais une ville du même nom dans un autre pays. Mais c'était pas moi, là. Hein. C'était pas moi. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui essaient d'accéder à votre environnement de travail partout dans le monde et à toute heure. Donc le MFA, ça permet de se prémunir contre ce type d'accès. Donc c'est une application qu'on va installer sur le smartphone qui s'appelle Microsoft Authenticator, qui permet aussi de gérer du MFA pour d'autres choses que Microsoft. Et donc vous allez recevoir, quand vous vous connectez, là je viens de vous montrer, on s'est connecté sur WWD, WWD va dire, bah, attendez, j'envoie une demande de connexion au smartphone. D'accord? Vous voyez, on peut cocher une case, ne plus me demander pendant 14 jours. Au niveau du smartphone, je vais recevoir ce petit pop-up là. Je vais cliquer sur approuver, sauf si ce n'est pas moi, évidemment, je vais me mettre refusé. Et à partir du moment où j'ai cliqué sur approuver, mon écran côté ordinateur se valide. Donc là, je vais me retrouver connecté à l'environnement WVD et je vais avoir ici un environnement, un workspace, un environnement de travail que j'ai appelé Dynamips, dans lequel je vais pouvoir pousser des ordinateurs, donc des bureaux Windows 10, des bureaux Windows Server, des applications publiées, Word, Excel, mais aussi peut-être votre application Compta ou ERP. Là, je ne peux pas garantir le bon fonctionnement puisque ça dépend de chaque application. Donc, toutes les applications Microsoft sont compatibles avec le Remote App. Les applications non Microsoft, bah, il faut tester pour vérifier que tout l'affichage se passe bien. Et donc là, quand je suis dans cet environnement, donc je peux accéder soit en HTML5, soit à travers l'application Bureau à distance, donc dédiée à WVD. Donc là, c'est une application Windows lourde, hein, et je me retrouve exactement dans le même environnement, d'accord, et également sur iOS ou sur Android. Et ensuite, je vais pouvoir donc lancer ma connexion. Donc là, j'ai fait exprès de ne pas cocher, ne plus me demander, pour que vous voyez, on valide que je veux bien le copier-coller entre l'ordinateur et mon bureau à distance, également que ça remonte les imprimantes. Donc j'autorise. Il va me demander la connexion. Donc là, je vais repasser sur mon PowerPoint qui est là. Et là, je suis dans cet environnement-là et je rentre ici. Donc là, je rentre dans la société. Donc j'ai mon trépas de blanche, c'est Microsoft qui a vérifié que j'étais bien Nicolas Kayser. Et là, maintenant que je suis Nicolas Kayser, je rentre sur un des serveurs de mon entreprise qui vérifie que je suis bien Nicolas Kayser. Donc là, on est sur un Active Directory traditionnel avec mon compte normal, les GPO, etc. Donc je vais rentrer mon compte Dynamics.
et mon mot de passe, que normalement vous ne voyez pas. J'espère, sinon ce sera une grosse faille. Voilà. Et donc là, je vais me retrouver dans un ordinateur Windows 10. Donc, on est bien sur un ordinateur, une version spéciale pour les bureaux à distance. Hein, si je vais sur la version ici, la version de Windows 10, on est bien sur un Windows 10 Enterprise pour bureau virtuel. Donc, c'est bien une exclusivité Azure, ça. Hein. On est sur un environnement multi-utilisateur. Est-ce que j'ai ouvert une session admin? Utilisateur. Ah bah non, j'ai ouvert 2 sessions Nicolas Kayser, donc voilà, mais je pourrais avoir une session Fabien ou une session d'un autre utilisateur. Je vais avoir donc une optimisation pour les applications, donc par exemple Teams. Au niveau de Teams, donc si je vais au niveau de la version, à propos de Teams. Ah, désolé, nous n'avons pas pu vous connecter, pardon, je ne suis pas connecté. Et voilà, il fallait bien que j'ai un effet démo à un moment ou à un autre. Super. Et je rebascule, et je rebascule. J'ai peut-être laissé ma session ouverte. Je la relance. Voilà, pendant ce temps-là, je vous montre au niveau de l'administration, qu'est-ce que je vois au niveau du Windows Virtual Desktop. Donc au niveau des host pools, je vais voir la liste de mes serveurs que j'ai virtualisés. Et pour chaque ordinateur virtualisé, y compris par exemple donc les Windows Server ou les Windows 10, je vais pouvoir gérer mes utilisateurs connectés. Donc je vais voir la liste de mes utilisateurs connectés. Je vais pouvoir leur renvoyer un message. Message démo, on est le combien? Le 23 juin. Voilà. Je vais pouvoir leur envoyer un message à mes utilisateurs. Je vais pouvoir les déconnecter. Je vais pouvoir changer mon drain mode, donc se dire à partir de maintenant, plus personne ne peut se connecter au serveur parce que petit à petit, je vais déconnecter tout le monde pour faire une maintenance ou une montée de version, etc. Et donc au niveau de mon bureau, mes utilisateurs vont recevoir le message que j'ai diffusé. J'ai relancé mon Teams qui ne se connecte pas. Bon, je ne vais pas faire du dépannage maintenant. Je ne sais pas pourquoi je ne me connecte pas, parce que je suis en présentation et connecté de l'autre côté, peut-être. Je ne l'avais pas fait comme ça. En tout cas, c'est une version qui est dédiée à Windows 10 WVD, donc ça apparaît dans le mode de version. Et donc, ce que je vous disais, c'est que les caméras et les micros sont optimisés pour ce flux. Donc voilà, je pense que j'en ai terminé pour la petite démonstration et je vais rendre la main à Fabien pour la suite. Merci pour ça. Est-ce que ça marche? On est reparti, tout à fait. Alors, on va terminer simplement en vous présentant l'offre d'accompagnement de Dynamics autour de cette solution qui se déroule comme telle. Donc, il y a toute une phase de conseil et analyse, analyse de votre infrastructure existante et de votre parc informatique, évidemment, ainsi que du conseil autour de votre organisation cible. Très important avant de se lancer sur un projet comme ça. Ensuite, il y a tout ce qui est préparation de l'environnement et du portail Azure. Le paramétrage et le déploiement, évidemment, avec toutes les injections des différentes règles que vous aurez déterminées en amont, avec la mise en place aussi de la partie réseau dans Azure, et le déploiement de vos VM. Les optimisations, puisque c'est un sujet qui prête lieu à des optimisations. Une fois qu'on a un fonctionnement, souvent il faut recadrer quelques petites choses. On en profite également pour ajuster toute la consommation. Le support et l'infogérance, un grand classique. Support et l'infogérance pour vos équipes d'administration ainsi que pour les utilisateurs également. Et puis tout ce qui est transfert de compétences pour la création, la suppression de VM, les modifications de vos règles pour que vous puissiez être quand même autonome dessus, ainsi que la rédaction d'un cahier d'exploitation qu'on vous remet, qu'on vous documente, qu'on vous remet, puis qu'on valide ensemble derrière. Donc l'idée, c'est vraiment qu'on est sur un accompagnement global autour de ça, sachant que de toute façon, en toile de fond, on est, nous, hyper vigilants à être toujours au fait des dernières nouveautés qui viennent d'Azure, puisque c'est vraiment une plateforme qui évolue tout le temps.
Voilà, c'est le propre du cloud public. Donc, vous pouvez être assuré de ça. Je terminerai simplement avec nos agréments, puisqu'on a fait un gros travail sur les certifications. On a fait un gros travail sur tout ce qui est innovation chez nous, ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir 5 compétences validées Gold auprès de Microsoft et 2 validées Silver, sur des sujets qui tournent autour de l'infrastructure, du travail collaboratif, et donc derrière, en toile de fond, de solutions comme Azure évidemment, Microsoft 365, le tout vraiment destiné aux PME. Donc on a fait un gros travail là-dessus qui doit attester évidemment d'un certain savoir-faire en la matière. Voilà pour cette partie. Je vous rappelle qu'on a toute une série de webinaires dédiés à Microsoft 365 à la rentrée. Vous recevrez évidemment les invitations. On reviendra sur chaque brique essentielle de la suite. Donc voilà, vous pouvez les noter. De toute façon, vous recevrez bien sûr la présentation avec les dates. Et voilà, il est 12h02. On a tenu le timing de 30 minutes. Je vais reprendre les questions qui ont été posées tout à l'heure et puis on va pouvoir continuer à répondre à d'autres questions derrière. Alors, quid des débits Internet nécessaires et fluidité rafraîchissement d'écran pour les applications type Adobe ou Autodesk? Alors, on est sur des consommations relativement raisonnables. Enfin, on est quand même sur quelques centaines de kilos par session utilisateur. Il y a des optimisations qui sont faites pour les applications Autodesk, Adobe et d'autres. On sait qu'au niveau des machines virtuelles, donc quand vous construisez l'offre WVD, et après ça peut évoluer bien sûr, les ordinateurs virtuels que vous mettez à disposition des utilisateurs peuvent être équipés de processeurs de GPU, de processeurs graphiques, pour accélérer les applications. Donc, on a plusieurs cas de bureaux d'études qui utilisent sur des applications type Katia ou des outils plutôt autour de Photoshop qui utilisent ces fonctionnalités-là. Donc voilà, il n'y a pas de contraintes particulières. Après, évidemment, ça dépend du nombre d'utilisateurs et de la fréquence, mais c'est pas l'usage que vous allez faire côté Azure qui va impacter fortement le tuyau, puisque l'affichage est à peu près constant, indépendamment de ce que vous faites dans l'application. On pose aussi la question de UBK pour le 2FA. Alors, UBK, donc pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des clés USB qui permettent l'authentification. Donc, évidemment, c'est totalement compatible. Alors, on en est, je crois, à la version 3. Nous, on a testé que les 2 premières versions, donc on n'a pas testé la dernière version. Mais enfin, Microsoft garantit la compatibilité avec ces solutions-là. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Quelle passerelle Internet utilise les VM W10 Cloud via le VPN on-prem ou via une passerelle Microsoft? Non, ça n'utilise pas pardon, non, ça ne veut rien dire, vu la question. On ne passe pas par un VPN. Alors, on peut monter un VPN pour accéder à son environnement Azure, mais ce n'est pas par ce biais-là que l'utilisateur va accéder. Un utilisateur, il accède bien via HTML, enfin HTTP, via Internet, pardon, à l'environnement sécurisation d'accès Microsoft. Et de là, il rentre sur votre infra. Donc, il n'y a pas d'accès direct. C'est pour moi un des gros plus de cette offre, c'est que vous fermez, vous n'avez pas besoin de laisser ouvert en permanence les accès à votre plateforme de travail, votre plateforme de production. On peut fermer les accès, sauf les ouvrir pour de l'administration, mais c'est tout. Alors, quelle est la limite de user en Windows Virtual Desktop Multi-User? Alors, il n'y a pas de limite. Enfin, il y a une limite théorique à 9999 utilisateurs. En fait, la limite, ça va être le nombre d'utilisateurs que vous voulez, l'usage qu'ils vont faire de l'ordinateur et la puissance de la machine virtuelle que vous mettez derrière. Donc, on peut avoir des très très grosses, des machines très très puissantes sur Azure, avec énormément d'utilisateurs, mais vous allez payer en conséquence, ou des machines un peu moins puissantes avec un peu moins d'utilisateurs par machine. Donc il y a des exemples. Hein. Quand on construit l'offre, Microsoft demande combien d'utilisateurs. Il y a différents profils, hein, utilisateurs light qui vont faire peut-être que de la messagerie ou une appli métier, les utilisateurs standards qui vont utiliser plutôt de la bureautique, les power users qui vont utiliser des applications lourdes. Et en fonction de ça, ils vous estiment un nombre de VM nécessaire.
Sachant que évidemment on peut en mettre plus ou moins, c'est qu'une recommandation. Donc après, nous c'est en fonction des usages des clients, on estime, on a en général des bonnes estimations, mais on peut ajuster, rajouter ou supprimer une VM ou la rendre plus puissante en passant sur la gamme au-dessus, quoi. N'y a-t-il pas de latence niveau son-voix dans Teams et quid de la vidéo webcam dans Teams en RDP? Alors, la vidéo webcam en RDP sans passer par WVD, j'ai lu des articles dessus, mais je ne l'ai jamais mis en œuvre. J'ai cru comprendre que c'était pas ouf. À travers WVD, donc ils ont fait un gros travail dessus, donc il y a de l'optimisation qui est prévue. D'ailleurs, j'ai récupéré mon Teams et donc je peux presque le partager. Et du coup, j'ai perdu la question, bêtement. Quid de la vidéo webcam dans Teams en RDP? Et donc, moi, je l'utilise dans WVD. Hein. J'ai fait des réunions, notamment avec certains commerciaux qui sont présents aujourd'hui. Et ça fonctionne bien, hein. C'est fluide. Alors, il y a des petites choses à ajuster. Par exemple, moi, j'ai 2 caméras. J'ai la caméra de mon PC portable. Et puis, quand je suis dans une docking session, j'ai une caméra USB qui est branchée sur mon écran. Donc, si la première caméra est détectée, il va sur la première. Et si je veux activer la deuxième, il faut que je sorte de WVD, que je débranche ma caméra et que je réactive la deuxième. Donc, il y a encore des petits ajustements comme ça. Mais bon, c'est un cas quand même assez particulier. La licence M365 Business Premium suffit pour accéder à WVD ou il y a des coûts de fonctionnement suivant l'usage? Alors, vous avez donc l'accès à WVD, la licence M365 Business Premium suffit pour tout ce qui est Windows 10 mono-user ou multi-user. D'accord. Donc ensuite, vous allez payer le coût de la VM sur laquelle vous vous connectez. D'accord. Il n'y a que ce coût-là. Il n'y a pas de droit d'accès à WVD, il n'y a pas de licence d'accès WVD. D'accord. C'est inclus dans M365 Business Premium. Après, il y a le coût d'usage de la VM que vous faites tourner dans Azure. Donc ça, c'est comme de manière traditionnelle. Et si vous choisissez à la place du Windows 10 multi-user, si vous choisissez une version Windows Server, donc là, vous activez les services RDS. Là, vous avez besoin d'acheter des cales user RDS en plus. Pouvez-vous donner des éléments de coût tarification? Alors, des éléments de coût par rapport à quoi? À WVD, c'est uniquement le coût des machines que vous faites tourner dans Azure. Donc, ça va de 100 à, je ne sais même pas quelle est la plus chère, à 5 000 euros par mois pour pour une VM. Si vous avez besoin de très très peu de puissance ou si vous avez besoin de beaucoup de puissance. Donc, c'est vraiment adapté. Donc, on va dire qu'entre 500 et 1000 euros, enfin à 500 euros par mois, on a déjà une machine assez puissante qui permet de faire travailler plusieurs utilisateurs, quoi. Quel est le modèle de facturation des VM? Autant de fonctionnement comme les VM EC2 AWS? Absolument. C'est exactement le même mode de fonctionnement. Donc on est au coût à l'heure en fait. Hein. Donc nous on le simule par rapport au nombre d'heures qu'il y a dans un mois, sachant qu'on compte des mois à 31 jours. Donc en février on paye un petit peu moins cher, et en juin aussi d'ailleurs. Mais sinon on paye au coût. Donc ça peut permettre aussi d'optimiser. Dans certains cas, on peut arrêter des machines de manière automatique le week-end par exemple si elles sont pas utilisées, et du coup réduire le coût d'usage. Dernière question a priori, comment les VM sortent sur Internet, par quelle passerelle? C'était une reformulation de la question de tout à l'heure. D'accord, elles sortent au niveau d'Azure, vous avez un NSG, donc on va dire un firewall stateless qui est inclus dans l'offre, et donc vous pouvez sortir par cet accès-là. Donc c'est un accès Internet Azure. Vous pouvez également mettre en place votre propre firewall virtualisé, donc que ce soit du Fortinet, du Sophos, du WatchGuard. Vous allez pouvoir forcer le routage de vos VM à travers ces appliances et sortir par ce biais-là, mais on est toujours sur un accès Internet Azure. Hein. Ça repasse pas par la machine ne repasse pas par votre environnement chez vous, si c'est ça la question. Ok, je crois qu'on a fait le tour des questions, puisqu'il n'y en a plus depuis un petit moment. Entre-temps, quelqu'un de chez nous, bien pensant, m'a envoyé un lien pour la première question qui nous avait été posée sur la partie énergétique et écologie. Donc, je remets un lien
sur les engagements de Microsoft en matière d'énergie renouvelable notamment. Ça peut répondre à une partie de votre question. S'il n'y a plus de questions, donc déjà un grand merci à vous pour avoir participé à ce webinaire. Encore une fois, vous allez recevoir la présentation et vous aurez accès au replay dès qu'on aura mis comme il faut la vidéo. Évidemment, on est là pour vous accompagner si vous avez des questions, si vous souhaitez étudier un projet sur du Windows Virtual Desktop. On sera ravis de vous accompagner. Alors pour ceux qui ont quelques secondes de plus, donc j'ai réparé mon souci qui était bien lié à plusieurs utilisateurs. Et donc, je ne sais pas si vous voyez mon écran. Et donc là, j'ai bien la version de Teams qui tourne dans WVD. Donc, c'est la 1.3 optimisée par WVD Media. Donc, c'est ça tout le travail qui a été fait par les équipes Microsoft. Donc, c'est une installation de Teams qui est un petit peu particulière, qui nécessite d'installer des modules complémentaires et donc qui permet de gérer les caméras directement dedans. Donc là, j'ai bien mes caméras, mon son, tous mes périphériques qui sont actifs. Donc là, je suis dans ma session WVD. Et alors, ma caméra elle est utilisée par l'autre, donc elle est en noir, mais on voit bien HPHD caméra là. Voilà, c'était pour dire que quand même, je pouvais le faire marcher. Merci pour ce bonus, Nicolas, et tes précisions. On vous souhaite à tous une très bonne journée. Portez-vous bien et puis à la prochaine. Ben, avec grand plaisir. Merci Fabien, merci à tous et bonne journée, bon appétit. Allez, au revoir.